pourquoi il n'y a pas eu d'alt season sur le marché de la crypto-monnaie en 2025 et sur quel marché faut-il investir en 2026. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, moi c'est Elliott EPF. J'ai commencé en crypto à bidouiller un petit peu partout, que ce soit des airdrops, de la DeFi, etc. 2020-2021, c'était n'importe quoi. Ensuite, je me suis fait défoncer en bear market et j'ai perdu énormément d'argent. Et puis j'ai cherché d'autres classes d'actifs qui pourraient autant performer, voire peut-être plus sur certains aspects, hors du marché crypto, potentiellement décorrélés de tout marché. Et du coup, je me suis dirigé vers tout ce qui est private equity, startup, investir en startup, et puis le côté business angel et levée de fonds par la suite. Tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai une approche de je ne me fixe pas un seul marché et je vais là où j'estime qu'il y a le plus un meilleur rendement risk-reward en fonction de la classe d'actifs. Même si je reste expert, on va dire, de la partie crypto, surtout finance décentralisée, sur le fonctionnement de tout ça, je ne me dis pas qu'il faut que je reste là-dedans parce qu'il y a potentiellement des très gros risques et très peu de gains à la clé. Donc comme on l'a vu en 2025, en fait, le marché crypto, ça a été un des plus compliqués. Bon, toutes les années, c'est ça, hein. Il n'y a rien qui est simple, mais tout le monde s'attendait à un retour d'alt season. Ça me fait rire, ou sur Twitter, ou en tout cas sur la sphère crypto, Twitter française, c'est que du bullshit. Tout le monde essaye de vendre son programme, sa méthode d'investissement. Au final, tout le monde se fait défoncer. Et puis voilà, pour les influenceurs, c'est facile de dire tiens, tel crypto a fait plus 100%, vous voyez si vous êtes sur le bon narratif, etc. Mais les mecs qui partagent ça, ils ne sont jamais sur le bon narratif. Et c'est plus des personnes qui promuent la météo crypto en mode tiens, il y a Bitcoin qui a fait ça, il y a tel altcoin qui a fait ça, plutôt que des personnes qui arrivent à en profiter. Enfin bref, tout ça pour dire que ne vous restez pas sur Twitter, c'est que du bullshit, il n'y a pas grand chose à aller chercher. Essayez de suivre quelques comptes pertinents pour prendre des opportunités, mais voilà, tout ce qui est opportunité, c'est pas spéculer sur un altcoin et c'est surtout pas et en aucun cas se dire tiens, j'achète cet altcoin et je le hold pendant 5 ans parce que dans 5 ans ça sera leader parce qu'il est trop bien, etc. Ça c'est complètement bullshit et j'ai rencontré des personnes, des gestionnaires de fonds qui veulent faire investir leurs clients dans des altcoins qui n'ont même pas 10 millions de market cap, c'est pas du tout liquide, enfin bref, que des trucs complètement bullshit. Donc il faut vraiment arrêter avec cette partie crypto de l'alt season, il faut aller sur des altcoins, etc. Ça a marché en 2020, ça a marché en 2021, mais depuis quasiment plus rien. Donc si on fait un ratio risk-reward, c'est pas là où il y a de l'argent à aller chercher. 2025, c'était un petit peu sur les tendances, on va dire airdrop, même si on va dire mettre des gros guillemets, airdrop slash levée de fonds, où en fait pour obtenir des allocations, pour avoir la chance d'investir, il fallait participer à certains programmes. Par exemple, mettre en stacking des stablecoins sur tel ou tel protocole. Il y a eu des gros projets comme Berachain, Monad, voilà, c'est les deux plus gros que j'ai en tête. Mais pour moi, c'était 100% bullshit. Ça allait faire comme tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a de la hype marketing, les fondateurs sont connus et j'arrive à lever des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Et ils incentivent en mode venez sur ma blockchain parce que si vous stackez vos stablecoins, si vous mettez en liquidité Ethereum ou autre, vous allez gagner beaucoup d'argent parce que ils dépensent en marketing leurs propres tokens. Donc l'APY, les rendements augmentent bien sûr, mais c'est hyper court-termiste. Donc si tu as un APY, il y en avait un, c'était le XPL, je ne me rappelle même plus du nom pour vous dire. Plasma, je crois que c'est ça. C'était tellement hypé un stablecoin et tout, c'est sorti. On avait un APY à du style, je sais plus, peut-être 20% au bout de 24 heures. Généralement, l'APY baisse énormément dès le début parce que voilà, il y a tant de marketing dépensé pour ceux qui mettent en stacking dans une pool de liquidité. Et du coup, s'il n'y a que 1 dollar en stacking, mais qu'il y a 10 000 dollars dépensés par jour, par exemple, en fait, l'APY est énorme, donc le rendement est énorme. Mais plus il y a des personnes qui vont mettre de l'argent dedans, plus ça va être dilué. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si un APY à 20%,
de part des dépenses marketing, c'est sûr que tout le monde va venir ici. Parce que pourquoi rester sur des APY, des rendements à 4-5%, alors qu'on peut aller sur du 20% sur Plasma, cette nouvelle blockchain révolutionnaire. Donc au final, au bout de 5-6 jours, même moi je suis tombé dans le panneau, on va dire, en fait l'APY il est à 10%, donc ça reste très correct, mais en fonction des conditions de marché, quand ça l'était, c'était pas ouf. Et puis voilà, au bout d'une semaine, c'était 6-7%. Donc au final, il y a moins de gens qui y vont, les gens retirent, donc la PY réaugmente un petit peu tant qu'ils ont de la trésorerie, mais les gens retirent et vont sur une autre blockchain qui vont incentive encore. Et c'est tout le temps ça, c'est voilà, les projets crypto, Web3, c'est on favorise l'acquisition par rapport à la rétention. Donc en fait, on fait tout pour faire venir un maximum de gens, mais on ne sait pas les garder parce qu'il n'y a pas d'innovation. C'est que de la tech, c'est que de la pure spéculation et pas d'utilisation réelle. Donc ce qui a marché au final en 2025, c'est tout ce qui est application. Donc on parle notamment de Hyperliquid, tous les forks qu'on a vus, donc tous les projets qui ont copié-collé d'Hyperliquid. Donc globalement, des applications qui permettent à l'utilisateur de faire beaucoup de choses. Donc de trader sans trop de frais, sans que ce soit un exchange centralisé, avec une rapidité énorme, mais ça reste une blockchain. Enfin bref, donc ce qui a marché, c'était les applications. Donc ceux qui ont pu en profiter, moi j'ai quasiment pas pu en profiter. Pareil, on ne peut pas être partout et ça sert à rien de se dire tiens, il faut que je suive lui, tiens, il en a parlé. Non, tous les influenceurs qui parlent de projets, c'est généralement très tard et ils ne sont jamais dedans. Donc leur travail, entre guillemets, c'est influencer. Donc c'est partager des choses qui vont faire du buzz et de la frustration, en mode tiens, il faut suivre telle ou telle tendance. Mais généralement, eux-mêmes ne le sont pas. Parce qu'il y a vraiment 0,01% des gens qui arrivent, et surtout dans un marché comme ça. Donc, voilà, le marché crypto, pour moi, les altcoins, c'est bullshit. Il faut aller sur des opportunités court terme et très court terme, c'est-à-dire on parle en semaine, sortir et retourner sur Bitcoin, éventuellement Ethereum, Solana, voilà, crypto top 5 du marché. Maintenant, où est-ce qu'on pourrait aller autre que le marché crypto pour avoir des potentiels gains comme ça? Donc en fait, c'est la réflexion que j'ai eue le dernier bull run et je me suis dirigé petit à petit vers le private equity. Donc pour faire très simple, un private equity, c'est tout ce qui est investissement dans du non-coté, private equity, donc des actions privées, entre guillemets. Et dans le private equity, on a plusieurs thématiques. On a dire, les startups, pour faire très simple, les middle stage et les late stage. Donc globalement, ici, c'est des boîtes valorisées entre 500K à 10 millions. Middle stage, ça va être en 50 à 100 millions. Et late stage, ça va être 200, 300, 500 millions, 1 milliard. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Donc voilà, et je me suis dirigé sur la partie startup. Et en fait, si on vient du marché crypto, on va se dire, ok, je fais des ICO, donc Initial Coin Offering, donc c'est des projets qui lèvent des fonds via des tokens. Et je vais me dire, tiens, je vais investir dans un projet jeune, une startup au final, ça reste une startup, sauf que la méthode de levée de fonds, c'est des tokens. Et les tokens, moi qui ai suivi une formation en token ingénieur l'an dernier, je vous garantis que capter de la valeur avec un token d'un projet, c'est très très compliqué. Et tout simplement parce qu'il y a des conflits d'intérêts énormes entre les investisseurs, les fondateurs, les builders. Et en fait, si un projet lève des fonds, en fait, le projet, donc on va dire l'entité qui va développer le projet, il n'a pas vraiment d'intérêt à ce que le token monte. Le seul intérêt, c'est que la communauté soit contente et qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs. On va dire le token va être de plus en plus connu, donc le projet aussi. Mais si le token monte, en fait, eux, ça veut dire qu'ils ne vendent pas forcément de tokens, donc ils ne peuvent pas se rémunérer. Et pour se rémunérer, ils ont besoin de vendre des tokens. C'est vraiment pour schématiser. Mais voilà, il y a un gros conflit d'intérêts entre les investisseurs et les fondateurs et les builders d'un projet. Et c'est très compliqué de faire en sorte que tout le monde soit gagnant là-dedans. Donc si le token il fait que monter, c'est cool, mais les fondateurs ils se rémunèrent jamais. Du coup, ils travaillent pour rien parce qu'il n'y a pas de modèle économique généralement derrière un projet.
j'exclus tout ce qui est hyper liquide. C'est une boîte parmi des milliers et des milliers, un projet parmi des milliers et des milliers. Donc voilà. Et le côté startup, en fait, c'est investir en prenant des parts dans une société. Donc là, il n'y a pas d'histoire de captation de valeur, même si voilà, c'est lié à la valorisation de la boîte qui ne reflète pas forcément les revenus directement de la boîte. Les valorisations en deep tech, les valorisations en je sais pas, une boulangerie, ça n'a rien à voir, et c'est normal. Mais voilà, la captation de valeur est quand même plus saine que dans un token, surtout avec les régulations, etc. qu'il y a autour des tokens, donc c'est compliqué. Donc, investir dans une startup en prenant des parts, j'estime que c'est beaucoup plus sain, et surtout que de toute façon, en crypto, je vois pas un truc long terme où on peut vraiment gagner de l'argent. C'est que des deals court terme parce que tout est marketing et il faut y aller très vite. Donc la solution, potentiellement, c'est d'aller sur des startups. Également, tout le reste du private equity. Donc, bon, c'est de l'anglicisme, mais ça dépend de notre approche. Mais personnellement, je préfère dire startup pour les sociétés qui se lancent, les projets nouveaux, et puis private equity pour désigner les sociétés déjà matures où on peut investir soit en secondaire ou soit via des fonds de private equity qui font du secondaire ou d'autres types d'investissements. Et au final, on peut très bien investir, je ne sais pas, sur du Bolt, Airbnb, Decathlon, enfin des sociétés non cotées. Et en fait, le but, c'est peut-être on achète à 500 millions de valo et on revend à 700 millions. On revend à 1,5 million. Donc, c'est pas 1,5 milliard, pardon. C'est pas des gros gaps où on va faire des x10, mais les sociétés sont matures et il y a moins de risques. Donc voilà, c'est soit start-up et on prend plus de risques, ou soit du private equity. Là, ça reste décoté, c'est pas coté sur les marchés financiers directement. Du coup, tout ce qui est crise, etc., on s'en fout un petit peu, c'est pas notre problème. Et pour autant, il y a des bons gains à aller chercher. Suivant les historiques et ce qu'on peut trouver un petit peu à droite à gauche, le private equity reste une des meilleures classes d'actifs pour surperformer l'ensemble des marchés. Il me semble que c'est une des meilleures avec presque 20% annuel de rendement. Donc on reste sur des trucs très intéressants. Et auparavant, c'était accessible à partir de même des millions d'euros. Et maintenant, c'est accessible à partir de dizaines de milliers, centaines de milliers, voire moins. Mais en gros, plus on baisse le ticket d'entrée, plus il y a des frais. Donc, il faut voir aussi à quel point c'est intéressant. Donc voilà, pour 2026, où est-ce qu'il faudrait se diriger ? Le marché crypto, il bouge tellement vite, c'est dur de se projeter, donc on verra. Le marché startup, surtout en ce moment, voilà, c'est très IA, bien sûr. En fait, moi, je me suis toujours gardé éloigné de tout ce qui est startup IA, parce que pour moi, c'est bullshit. En fait, les gens ne comprennent pas que ça va beaucoup trop vite. Et en fait, si tu investis dans une société qui fait de l'IA, mais voilà, il y a 2 ans, en fait, tu sais qu'elle est dépassée. Soit elle a réussi à trouver son marché avec sa communauté et elle continue de s'améliorer, d'upgrader le produit, ou soit en fait, tu as un nouveau concurrent qui, au lieu de prendre 6 mois à développer l'application, va en prendre une semaine tout seul parce que l'IA a progressé énormément. Et ça va s'empirer, on va dire, sur les prochains mois, les prochaines années. Donc au final, ça sert à rien de se dire, tiens, j'investis dans cette société qui fait de l'IA, etc. Non, pour moi, le gros avenir là-dessus, c'est se positionner en mode vendeur de pioche et investir sur les sociétés qui font de l'infrastructure pour tous ces mecs qui se battent là-dessus. Enfin bref, ça c'est mon avis. Mais voilà, investir sur des trucs trop hypés, ça sert à rien. Et surtout, l'IA, ça se développe beaucoup trop vite. Donc je vois beaucoup aussi d'entrepreneurs qui se disent, tiens, je fais un SaaS, un logiciel sur l'IA. Pour moi, clairement, c'est bullshit, c'est perte de temps. Alors oui, tu montes en compétences, mais tu vas être largué dans 6 mois. Ça se trouve, dans 6 mois, en fait, tu mets le titre de ton application et tu as une IA qui te la développe toute seule, qui te fait le marketing, etc. Donc au final, il y a trop de concurrence là-dessus. Et moi, en tant qu'investisseur, mais jamais de la vie, j'investis sur un truc IA parce que ça va trop vite. Donc la plupart des investisseurs, c'est ça aussi. Donc au final, c'est encore plus dur de lever des fonds, etc. Par contre, je pense que ça va se stabiliser, mais j'ai du mal à voir à quelle date. Soit en gros, ça va être dans quelques mois, il va y avoir un palier, on va dire,
où on manquera d'infrastructures Internet, IA, etc. On va y arriver, hein, donc peut-être 2026, peut-être 2027. Mais du coup, quand il y aura ce palier, soit en gros ce palier arrive à être dépassé en quelques mois, quelques années, avec des nouvelles infrastructures plus neuves, ou soit ça stagne. Et du coup, là, c'est le moment d'investir et de voir les meilleurs qui pourront développer. Donc à voir. Mais voilà, tout ce qui est startup IA, faut pas y aller. Tout ce qui est crypto, faut y aller, mais sur du très court terme et on n'a pas de visibilité aujourd'hui. Et ensuite, ce qui reste intéressant, ça reste tout ce qui est private equity, donc les sociétés plus matures, qui sont résilientes face à l'IA. Et là, il y a potentiellement des gains à aller chercher. Donc voilà, je pense que sur 2026, là où il faut aller, c'est plutôt sur du private equity. Dernier point, je ne sais même pas quoi dire par rapport au S&P 500 sur des valorisations assez délirantes. Voilà, j'ai pas le vocabulaire et je suis pas expert pour en parler, donc je vous mets en lien en description une vidéo qui en parle, en gros des dangers du S&P 500. La grosse idée, c'est si le retail peut y accéder, donc si le particulier peut y accéder, ça devient un peu bullshit, ça devient un peu trop tard. Malheureusement, le S&P 500, depuis quelques années, enfin, quand je dis S&P 500, on va dire ETF, que ce soit CAC 40 ou autre, en fait, il y a trop de gens qui accèdent trop facilement, très peu de frais. Et du coup, le jour où il y a des sorties de liquidité, ça va faire très mal. Et voilà, il y a quand même quelques dangers. Donc, ne vous dites pas non plus, tiens, je suis un génie, le S&P 500, ça marche trop bien. Ça s'est jamais craché, ou quand ça a craché, ça a toujours monté, etc. Donc, je vais y aller. En fait, les conditions de marché changent, les investisseurs aussi changent, et du coup, il ne faut pas prendre pour acquis tout ça. Et vous vous doutez bien que si tout le monde gagnerait, ça ne marcherait pas. On est obligé d'avoir des perdants, et surtout une majorité de perdants. Donc, si tout le monde se rue sur le S&P 500, si votre entourage a du S&P 500, c'est quand même des red flags. Et je vous mets en description une vidéo qui en parle. Comme ça, ce sera plus parlant pour les personnes. Bien sûr, il y a des pour, il y a des contre, on n'en sait rien. Mais le but, c'est que sur le long terme, on arrive à expandre son capital à travers différentes classes d'actifs, en étant diversifié, mais pas trop, sinon on dilue aussi nos gains. Et du coup, j'estime que sur le S&P 500, les gains à aller chercher sont bien, si on prend un historique, mais le risque est quand même assez élevé comparé à d'autres classes d'actifs, notamment le non coté, où peu importe les risques de marché, on ne subit pas ça parce que c'est pas coté tout simplement.